Au nord de l'Italie, les contreforts des Alpes abritent des lacs magnifiques. Au nord de Milan, le lac Majeur et le mythique lac de Côme sont fascinants de beauté et de majesté. Près de Vérone, vous pourrez goûter l'atmosphère envoûtante des lacs de Garde et d'Iseo. Riches d'une histoire unique et de traditions toujours vivantes, chacun d'entre eux a su garder son âme originale. Du Piémont à la Vénétie, évadez-vous pour la douceur de vivre des lacs italiens et la promesse de promenades romantiques inoubliables. Le lac Majeur est somptueux. Long de 65 km, il est sur la frontière entre la Suisse et l'Italie, mais majoritairement en territoire italien. Sur ses rives, des villages pittoresques, de riches villas, de magnifiques châteaux et des palaces 5 étoiles. La cité de Stresa est devenue une station touristique renommée lorsque Napoléon fit construire la route côtière qui longe le lac. Rapidement, la Société italienne des hôtels du lac Majeur y éleva des palaces pour accueillir les têtes couronnées et une clientèle fortunée. Le plus connu d'entre tous, c'est le Grand Hôtel des îles Borromée, construit en 1861 par les frères Omarini. Ce palace Art Nouveau devient à partir des années 1920 une étape de l'Orient Express. Parmi ses hôtes figuraient des stars de cinéma comme Clark Gable et Sophia Loren, et bien sûr Ernest Hemingway, qui a situé son roman L'Adieu aux armes. Le long de la promenade, des aires de baignade pour les habitants de Stresa, venus se rafraîchir dans la chaleur de l'été. Mais pour découvrir les beautés incroyables du lac Majeur, il faut prendre le ferry. Direction l'archipel des Borromées, qui est composé de 3 îles. La première, Isola Bella, porte magnifiquement son nom. C'est un endroit magique et unique au monde. Le petit Versailles de l'une des plus anciennes familles de banquiers toscans, les comtes de Borromée. Le village est minuscule. Les rues serpentent vers le Palazzo Borromeo, le château du comte Vitaliano VI et sa collection extraordinaire. Il a vécu au XVIIe siècle et il était très riche. Sa famille possédait une partie du lac et les rives sud. Le comte était un amoureux des arts et il voulait passer à la postérité. Il fit construire ce palais pour y exposer sa collection privée, des toiles de maître de la peinture vénitienne, comme le Titien, le Tintoret et Daniele Crespi. Sa famille s'est installée sur le lac Majeur à la Renaissance. Des cardinaux qui vivaient comme des rois, comme en témoigne la salle du trône. Une autre salle présente d'incroyables tapisseries flamandes, ayant appartenu au cardinal Mazarin. Elle représente le monde sauvage. Et la licorne, l'emblème familial. Mais le palais réserve d'autres surprises. Cette collection de burattini, des marionnettes en bois du XVIIIe siècle, est parfaitement conservée. Les spectacles étaient très en vogue dans l'aristocratie de l'époque. Le comte Vitaliano va faire de son île un endroit à la mode, où l'on donne de grandes réceptions et des fêtes mémorables.
il a fait aménager les grottes qui passent sous le palais en les recouvrant de pierres et de coquillages du lac. Et bien sûr, il a fait construire un sublime jardin. Une majestueuse fontaine ceinture l'esplanade principale. C'est le Teatro Massimo, un bijou de l'art baroque. Sur 3 étages, une vingtaine de statues dominent le jardin à l'italienne. Elles sont surmontées d'une licorne. Sur le côté gauche du Teatro, le jardin de l'amour vous invite à la rêverie. Au XVIIIe siècle, le comte Gilberto V donne des fêtes fastueuses sur son île. Parmi les invités de marque, Napoléon Ier et l'impératrice Joséphine. Les jardins descendent en pente douce sur 11 terrasses vers le lac. Cap maintenant sur l'Isola Pescatori, l'île des pêcheurs. Elle abrite un petit village d'une 50aine d'habitants. Depuis le port, des ruelles étroites et sinueuses mènent à la pointe de l'île. Une petite plage de sable. Une promenade romantique très prisée des amoureux. Depuis près de 1000 ans, sur l'Isola Pescatori, les habitants vivent de la pêche. Aujourd'hui, ils ravitaillent les restaurants de l'île. C'est souvent une affaire de famille. Stefano Ruffoni est pêcheur de père en fils depuis des générations. Dans les années 60, il y avait plus de 200 pêcheurs sur le lac majeur. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 15. Eden, sa belle-fille de 17 ans, profite de la balade en bateau. Stefano est arrivé au milieu du lac, là où il est le plus profond et où le courant est le plus fort. Il pêche des ombles chevaliers, un poisson blanc goûteux qui se déplace en banc. Ces filets s'appellent les filets volants parce qu'ils se déplacent avec le courant. On se base sur le temps qu'il fait, sur le vent, sur beaucoup de facteurs. Cette année a été difficile. Il y a peu de poissons car il y a trop de courant d'eau froide. C'est l'eau qui vient de la fonte des neiges et les poissons ne remontent plus vers la surface. Et ils ne tombent pas dans mes filets. Tant que l'eau ne se réchauffe pas, même de quelques degrés, nous avons un vrai problème. Stefano est préoccupé. Le réchauffement climatique pourrait bien, avec le temps, faire disparaître les pêcheurs du lac majeur. Mais pour l'instant, il ne quitterait ce travail pour rien au monde. C'est un style de vie. C'est une vie qui tourne à l'envers parce que quand vous dormez, moi, je pars au travail. Et quand les autres sont dehors, c'est mon tour de dormir. Et donc, les jeunes, ils veulent aller s'amuser. Ils ne veulent pas aller travailler. Moi, j'aime bien aller sur le lac, mais pour y travailler, sûrement pas. Il faut avoir la passion. Et lui, il l'a. Dans la nuit, Stefano ira relever ses filets. Le lendemain matin, dans la poissonnerie familiale, les bacs sont remplis d'ombles chevaliers. La pêche a été bonne. Une 60aine de prises. Les poissons, une fois vidés et écaillés,
prennent la direction du restaurant Italia de la famille Ruffoni. Au fourneau, son frère, Gabriele et Thiam Modou, un chef venu du Sénégal qui est tombé amoureux du lac Majeur. Il nous livre une de ses recettes. Nous allons préparer une perche du lac à la sauce aigre douce. Il faut couper un filet, le tremper dans le lait. Il faut ensuite le rouler dans la farine et le faire rissoler. On le retourne. Parfait. Un peu de sucre. Le sucre commence à caraméliser. Ensuite, on mélange. On ajoute du vin et du vinaigre à mesure égale. Une fois que le vin et le vinaigre sont en ébullition, on le rajoute au caramel. Voilà le poisson. Et voilà votre perche à la sauce aigre douce. Notre croisière se poursuit en direction de la dernière et de la plus grande des îles Borromée, l'Isola Madre. Le palais des Borromée et le cadre enchanteur du jardin botanique avaient séduit l'impératrice Joséphine au point qu'elle tenta, en vain, d'acheter l'île. Flaubert avait décrit l'Isola Madre comme l'endroit le plus voluptueux du golfe de Stresa. Est-ce qu'à l'époque, l'Isola Madre était déjà un repère d'amoureux? Dans la petite baie protégée, des dizaines de plaisanciers viennent goûter la fraîcheur du lac. Et plus si affinité. De retour sur la rive ouest et en gagnant les hauteurs du parc national de la Valle Grande, voici la cité médiévale de Vogogna, bâtie sur un ancien village gaulois. Le centre historique date du XIVe siècle. Après une inondation qui ravagea la cité, les Visconti, ducs de Milan, firent reconstruire les maisons et les bâtiments officiels comme le palais Pretorio, le siège du gouvernement de la vallée. En remontant sur la gauche de l'église du Sacré-Cœur, on aperçoit le château de Vogogna, qui abrite un musée unique au monde. Il est dédié à Léonard de Vinci et à ses inventions. Le musée expose des reconstitutions fidèles des armes qu'il avait dessinées en s'inspirant du manuel de guerre écrit en 1472 par Roberto Valturio, un ingénieur italien de 50 ans son aîné. En 1483, Léonard de Vinci quitte la Toscane pour offrir son savoir-faire militaire au duc de Milan. Comme toujours, avec le grand génie italien, il est frappant de voir à quel point il était en avance sur son temps. Sur la rive est du lac Majeur, la falaise découvre l'ermitage de Santa Catarina del Sasso. Il est accroché à la paroi et domine les eaux tranquilles. Ce monastère a été construit au XIIe siècle. La légende raconte qu'en 1170, un riche marchand, Alberto Besozzi, fit naufrage sur le lac et décida de construire un sanctuaire à la gloire de Sainte Catherine d'Égypte,
afin de s'y retirer pour vivre en ermite. Ces reliques sont toujours conservées dans l'intérieur de l'église. L'édifice actuel est le fruit de la fusion de 3 anciennes chapelles. C'est pourquoi on peut admirer des peintures et des fresques d'époque très différentes, réalisées aussi bien au temps des dominicains au XIVe siècle que celles peintes sous les carmélites à la fin du XVIIIe siècle. Une petite promenade fait le tour des falaises pour admirer encore une fois le cadre enchanteur du lac Majeur. Le lac de Garde est tout en longueur. Il déploie ses eaux calmes sur 50 km, avec ses jolies plages, ses villes pittoresques et ses petits ports tranquilles. C'est le lieu de villégiature par excellence. Au nord, voici Malcesine et le magnifique château Scaligero qui domine la baie. C'est l'une des plus jolies villes du lac avec ses toits de tuiles et son architecture typique de la Renaissance vénitienne. La cité fit partie de la République de Venise entre le XVe et le XVIIIe siècle. Ces petites rues pavées de pierre forment un charmant dédale où il fait bon se perdre. C'est le poète allemand Goethe qui rend le lac de Garde et la ville de Malcesine célèbres auprès de ses compatriotes. Le château Scaligero constitue sans conteste le clou de la visite. Le bâtiment actuel date du XIVe siècle. Il est bâti dans le style byzantin vénitien, avec ses créneaux caractéristiques et ses 2 fresques miraculeusement conservées. À l'époque, le château appartenait à la puissante famille Scaligeri qui régnait sur Vérone. Depuis le chemin de ronde, la majesté du lac de Garde apparaît dans toute sa splendeur. Au pied du château, c'est le quartier des artistes et des galeries d'art. Adossé à la muraille, voici l'atelier d'Elisabetta Schlegel. Elle peint uniquement des visages de femmes au regard expressif. Chaque toile raconte une femme. Cette fille, avec le fond bleu, représente la jeunesse. Pour moi, elle est jeune, elle est curieuse, pleine d'idées, de fantaisie et de lumière. Elle veut embrasser la vie, elle est très jeune, elle n'a peur de rien. Elisabetta est allemande. Il y a 20 ans, elle est venue et elle n'est jamais repartie. J'avais 4 jours de vacances et je me suis sentie si bien dans ce petit endroit merveilleux qu'en un instant, j'ai décidé de venir m'installer ici avec mes toiles et mes pinceaux. Et cela fait 20 ans depuis ce moment-là. Je peins et c'est devenu ma vie. C'est en traversant le lac que l'on prend la mesure du spectacle qui s'offre à nos yeux. Il est impressionnant, entouré de montagnes escarpées aux pentes abruptes. Mais le lac de Garde ne reste pas sauvage à qui sait l'apprivoiser. Le ferry stoppe à Limone del Garda, le village des citronniers. Avec son climat doux et sa température idéale, le versant ouest des montagnes est planté d'agrumes. Le petit port de Limone
ne fait pas secret de la spécialité locale. Les vrais citrons, ils sont au bout d'un jeu de piste inattendu et ludique qui vous permet de trouver la citronnière appelée limonaya dans le labyrinthe des ruelles. Celle-ci a été construite au XVIIIe siècle. C'est une structure orientée vers le soleil levant, semi-fermée, avec des murs de pierre et des travées de bois qui laissent passer le soleil et permettent d'installer des vitres en cas de mauvais temps. La Limonaya del Castel s'étend sur 4 terrasses reliées par un escalier étroit. Un petit musée raconte l'histoire des limoniers du lac de Garde. L'activité était autrefois florissante, mais aujourd'hui, il ne reste que très peu de citronnières en activité. L'odeur des agrumes emplit l'air et la fraîcheur des arbres offre une pause bienvenue dans la chaleur de l'été. Plus au sud, la ville de Garde est un port de plaisance très prisé des Allemands venus goûter la douceur du climat et un peu de dolce vita. Les terrasses sont bondées. Les ruelles du centre-ville nous conduisent dans la boutique de Mario Galetti. C'est le dernier pâtissier qui poursuit la tradition des célèbres gâteaux du lac de Garde. Voici les 100 vigilini que nous confectionnons ici à notre façon. Ils sont vendus dans cette boîte en métal. Il y a aussi des meringues aux noisettes. On ajoute des petits morceaux de noisettes et les amaretti mous. Ceux-là sont aux amandes. C'est du beurre, de la farine, du sucre, des œufs et des raisins secs. Et du lait, évidemment, du lait. Excusez-moi, c'est l'habitude. Ils sont très bons. Et on peut les conserver longtemps, car nous vous les conditionnons, ou on peut vous les envoyer pour un cadeau. Le château de Sirmione garde l'entrée d'une presqu'île. Comme celui de Malcesine, c'est une forteresse vénitienne placée à l'entrée du lac, à un point particulièrement stratégique. Le chemin de garde est très étroit. Depuis les tours, on a une vue imprenable sur les eaux turquoises du sud du lac de Garde. Le château nous ouvre les portes de la presqu'île de Sirmione, un endroit magique. La petite ville colorée et animée est devenue un petit Saint-Tropez sur le lac. On se croirait plus au bord de la Méditerranée qu'au milieu des Alpes. Sur les hauteurs de la presqu'île, un petit parc accède aux ruines d'une villa romaine. Elle aurait appartenu à Catulle, le célèbre poète de l'Antiquité. C'est un centre balnéaire antique où les riches romains venaient en cure thermale. La position est idéale. La pointe de Sirmione est magnifique. Et le ponton du Lido della Bionde fait penser aux Maldives.
Mais il faut quand même un peu de courage et beaucoup de motivation pour ces touristes en quête de sable fin. Les Italiens, pour leur part, préfèrent la plage Jamaïque. Plus abritée et plus tranquille. Un petit air de Caraïbes pour quitter le fabuleux lac de Garde. À une trentaine de kilomètres plus à l'ouest, le lac d'Iseo est resté un paradis authentique et préservé. C'est le plus petit des 4 lacs, mais il possède un endroit unique, Monte Isola, l'île montagne. Elle culmine à 275 mètres d'altitude et c'est la plus grande île habitée des lacs européens. En chemin, le ferry croise la magnifique petite île privée de Loreto, avec son château néo-gothique qui semble flotter sur le lac. Le terminus, c'est le minuscule port de pêcheurs de Peschiera. Les quais se prolongent en une superbe promenade jusqu'à la pointe de l'île. La fraîcheur du lac, l'atmosphère simple et tranquille et la beauté magique de Monte Isola en font l'un des sites les plus romantiques d'Italie. Loin de tout, dans ces petites criques abritées, les vacanciers ont l'impression d'être seuls au monde. La forteresse lombarde de Rocca Martinengo domine le petit village pittoresque de Sensole. Ici, on a vraiment le sentiment d'être au bout de l'Italie. Le ferry nous ramène à Iseo, une petite ville charmante au sud du lac. Comme à Garde, l'influence de Venise s'exprime à travers les bâtiments du centre historique. Iseo est au cœur d'une région viticole renommée. Les hauteurs sont connues depuis l'Antiquité pour leurs vignobles exceptionnels. La rive ouest est idéale pour le vin, avec un microclimat qui reste doux la majeure partie de l'année et une situation parfaite pour profiter du soleil. Bienvenue au Castel Merlo à Villongo, un domaine qui a su tirer son épingle du jeu. L'ancien château a été transformé en relais et les vins produits ici sont exceptionnels. Une immense cave a été aménagée sous le bâtiment. C'est là que Vanna Bueli, surnommée la Signora del Vino, nous a donné rendez-vous. Femme d'entreprise, elle s'est prise de passion, il y a plus de 25 ans, pour le vin et la méthode champenoise. Ces vins ont obtenu 7 médailles d'or lors de concours nationaux et internationaux. Avoir un vignoble, c'est une idée qui m'a immédiatement séduite, car je suis une fille d'agriculteur. Mon père était céréalier parce qu'on vivait dans une plaine. Je ne savais rien du monde du vin.
Mais la passion pour l'agriculture, pour la terre et les vignes a toujours été en moi. Et maintenant, place à la dégustation des meilleurs crus du Castel Merlot, avec Gianluca Baldassari, le sommelier de la Signora. Nous vous présentons deux de nos vins pétillants les plus prestigieux. D'un côté, un pur chardonnay, méthode classique, et un merlot, lui aussi avec la méthode classique. On va ouvrir cette bouteille de Petra Aterna, 100% chardonnay. C'est une cuvée uniquement à base de mou de raisin. On peut remarquer la finesse des bulles et cette couleur jaune paille. Santé! Ce vin a été récompensé plusieurs fois. Absolument. Il a été récompensé au concours Vinitaly qui se tient à Porto Cervo. Celui-là a une couleur ambre et ses bulles sont très fines. Au nez, on reconnaît la vanille et des fruits rouges comme les groseilles et la myrtille. Moi, je dis toujours, pour le vin, il faut une nuit dans le marc de raisin, une année dans les cuves en acier et 60 mois d'affinage. Les lacs du nord de l'Italie ont tous un charme fou. Mais celui de Côme est sans doute le plus charismatique. Il forme un Y inversé. La partie qui s'étend de la ville de Côme à celle de Bellagio est sublime. Le lac est encaissé dans un corridor de montagnes escarpées. Le long des rives sauvages, des villes multicolores et des villas de milliardaires. La ville de Côme est le point de départ obligé pour tous ceux qui veulent traverser le lac. À l'époque romaine, c'était une zone stratégique et un centre important de communication. Aujourd'hui, le centre-ville moyenâgeux vous invite à flâner dans ces petites rues étroites qui débouchent sur des places ensoleillées. Côme prend son essor au XVe siècle sous l'impulsion de la puissante famille Visconti. Les bâtiments baroques côtoient des édifices plus récents, comme ces magnifiques hôtels de la Belle Époque, lorsque Côme commença à attirer les fortunes du monde entier. La cathédrale de Côme célèbre la rencontre entre le gothique et la Renaissance. Sa construction a débuté à la fin du XIVe siècle et elle a duré 400 ans. C'est un colosse de marbre avec un dôme de 75 mètres de haut. L'élégante façade a été sculptée par la famille Rodari, artiste de génie au début du XVIe siècle. C'est un chef-d'œuvre de l'art gothique. Au-dessus de la porte, 4 saints emblématiques de Côme entourent la Vierge. L'entrée est gardée par les statues de Pline l'Ancien et son petit-fils, Pline le Jeune, des historiens de l'époque romaine. Mais les Rodari ont également sculpté des personnages imaginaires, parfois des légendes urbaines. Sur le côté, un endroit très particulier pour les habitants de Côme. C'est la porte de la Grenouille. La légende raconte qu'un batracien avait sauvé la ville d'une inondation particulièrement dévastatrice. Il est d'usage de caresser la grenouille pour se porter chance, une tradition vieille de plusieurs siècles. Avec le temps, le bas-relief s'est quasiment effacé.
Sur la gauche, des colonnes de marbre entourent le Broletto, l'ancien hôtel de ville du XIIIe siècle, victime d'une inondation. On voit clairement que la ville était plus basse qu'aujourd'hui. Contrairement à la cathédrale, la basilique de Sant'Abbondio, de style roman, semble bien austère. Et pourtant, elle renferme un trésor, un chef-d'œuvre méconnu. De magnifiques fresques datant du XIVe siècle qui sont parfaitement conservées. Elles ont été réalisées par un artiste anonyme. Ces peintures naturalistes aux couleurs pastel racontent l'Évangile. Elles sont impressionnantes de détails et d'expressivité. Le lac de Côme recèle des perles rares comme le village de Nesso et son célèbre petit pont de pierre. Une étape rafraîchissante dans la chaleur de l'été. Nesso est un village médiéval accroché à la falaise. Il est construit sur une chute d'eau qui part en cascade au milieu des maisons. À gauche de ce petit restaurant, des escaliers vous entraînent en pente douce vers les eaux turquoises. C'est un endroit bien connu des amoureux du lac de Côme. Arrivé au pied de la cascade, il faut traverser un ancien poste de pêcheurs pour accéder à ce petit pont de pierre et piquer une tête. En remontant vers Bellagio, le petit village pittoresque d'Ossuccio donne un point de vue unique sur le lac. L'église Santa Maria Maddalena est l'une des plus anciennes de la région. Le beffroi a été construit au XVe siècle, mais le village médiéval est beaucoup plus ancien. Au bout de ce chemin de pierre, une aire de détente bien connue des habitants de la région. Sous leurs yeux, la magnifique île de Comencina, la seule du lac de Côme. On dirait une mini carte postale de la Suisse, qui n'est qu'à une trentaine de kilomètres. C'est une ancienne place forte milanaise qui comptait nombre d'édifices religieux. Au sommet, il ne reste plus que l'église San Giovanni, construite au XVIe siècle. Bellagio a été surnommée la plus belle ville d'Italie, car elle est parfaitement située, à la croisée des bras inférieurs du lac, à la pointe de la presqu'île. Les quais forment une belle promenade, le long des palaces et des maisons colorées. Les visiteurs se prélassent sur les terrasses pour profiter du soleil couchant. En remontant les ruelles étroites, on se perd dans le centre historique. Il y a plus de 2000 ans, Bellagio était une ville gauloise. Elle passa ensuite sous le contrôle de Rome. À la Renaissance, elle devient le lieu de villégiature des riches familles italiennes et de l'aristocratie européenne. Aujourd'hui, c'est une étape incontournable pour découvrir les beautés cachées du lac de Côme. La presqu'île de Bellagio
découvre les bras inférieurs du lac. C'est le meilleur endroit pour ressentir la magie des lieux, au petit matin, lorsque le ciel est encore voilé. Le ferry traverse le lac en direction de Varenna, un petit port qui a su rester authentique. À l'origine, c'était un village de pêcheurs. Lorsque l'empereur Frédéric Ier Barberousse détruisit les églises de l'île de la Comencina, les habitants trouvèrent refuge à Varenna, une ville rebelle au Saint-Empire germanique. Les amoureux empruntent la promenade du bord du lac, un endroit romantique par excellence. Les 3 passages débouchent sur le cœur de Varenna. De magnifiques maisons rouges entourent un petit port de plaisance et des terrasses tranquilles. C'est un endroit loin des sentiers battus, idéal pour se ressourcer avant de retourner explorer le lac. De tous les bateaux qui naviguent sur le lac, les plus beaux et les plus célèbres sont les sublimes canots à moteur inventés et construits par la famille Riva, dont le nom est lié pour toujours à l'histoire de Côme. L'atelier est situé dans les faubourgs de la ville. Dans le hangar, ces 2 hors-bords à l'allure sportive vont bientôt être livrés. Ils sont uniques au monde. La livrée à cajou et le design épuré donnent un sentiment de vitesse et de liberté. Daniele Riva, le propriétaire de l'atelier, supervise les finitions. Il est l'héritier d'une famille d'armateurs qui, depuis 8 générations, construit les barques traditionnelles des pêcheurs sur le lac de Côme. Dans les années 50, l'arrière-grand-père de Daniele, Ernesto Riva, un créateur génial, dessine et construit son premier bateau à moteur. Son rêve était de faire un bateau électrique, totalement silencieux. Daniele l'a réalisé avec ce dernier prototype. Le moteur est totalement électrique, donc avec des paramètres techniques adaptés, mais on est très satisfait du modèle, bien que ce bateau soit en bois, parce qu'on utilise un bois spécial, du cèdre de l'Oregon que l'on importe directement de la forêt avec un certificat d'origine. Tout est super écologique. On utilise de la résine à base de soja pour être encore plus green. Les assistants de Daniele dévoilent le vernis impeccable de la coque, la marque de fabrique d'un Riva. À chaque fois qu'un client vient ici, il ne peut pas s'empêcher de passer la main sur la coque parce que c'est comme un aimant. C'est une superbe sensation. Et ils disent, c'est du bois, du vrai bois. Cela est un peu bizarre, mais cela nous fait plaisir car c'est une forme de reconnaissance pour le travail que l'on fait à l'atelier. Les clients veulent ce qu'il y a de mieux. Ce bateau coûte 300 000 €, le prix d'une Ferrari. Notre système est très simple. Dans ce bateau, le moteur est à l'avant et sous le siège. Et il fait 180 chevaux et ce bateau peut naviguer sur le lac à la vitesse de 30 nœuds, 55 km/h, dans un silence total et avec un confort maximal. Face à l'atelier historique de son arrière-grand-père Ernesto, sur le ponton, Daniel nous invite à faire un tour à bord des fameux taxis Riva qui sillonnent le lac de Côme. Le bateau-taxi navigue en direction de Nesso et son fameux pont de pierre. Sur le bateau, les passagers sont confortablement installés dans la cabine. Ce qui est impressionnant, c'est le silence du bateau, qui semble glisser sur l'eau comme un cygne. C'est vraiment une sensation nouvelle, parce que nos clients, lorsqu'ils naviguent avec nos bateaux, comme le font les taxis sur le lac,
sont des passionnés et ils n'arrivent pas à croire qu'on puisse glisser sur l'eau sans un bruit, que l'on puisse parler sans être dérangé par le bruit du moteur. Ce qui leur plaît, c'est de sentir les vagues qui tapent sur la coque. Et l'air pur, ne pas être incommodé par l'odeur du diesel. Le taxi se faufile sous le pont jusqu'au pied de la cascade. En bateau, le lac prend toute sa beauté. Sur les rives, des villas de milliardaires. Celle-ci appartient à la riche famille Visconti. Le lac de Côme est un endroit fantastique pour vivre, pour venir en vacances. C'est un cocon, c'est à la fois un peu de culture, un peu de tradition et des valeurs uniques. La route des villas de rêve longe la rive ouest en descendant vers Côme. La plus célèbre et la plus visitée est sans aucun doute la Villa Carlotta, un palais construit dans le style néoclassique à la fin du XVIIe siècle pour le président du Sénat de Milan. Un escalier sur 3 étages mène au jardin en terrasse qui occupe une position idéale pour admirer une vue imprenable sur la plus belle partie du lac. Des tunnels d'agrumes vous entraînent vers les hauteurs, la partie romantique du parc, avec de superbes parterres d'azalées et des jardins à l'italienne. La villa abrite un musée dédié au romantisme italien. La salle d'amour et Psyché expose un magnifique marbre d'Adamo Tadolini. Sur les murs, des frises ornées de bas-reliefs et des fresques exaltant l'Empire romain dans le plus pur style néoclassique. L'ensemble décoratif date du XIXe siècle. La salle Somma-Riva date du Premier Empire français. Cette toile a été commandée à Jean-Baptiste Vicard, un élève de David. La villa expose des toiles de maître comme cette icône romantique, le dernier baiser de Roméo et Juliette, peint en 1823 par Francesco Hayez. Le village de Lenno, avec son baptistère roman et son petit port tranquille, est le point d'entrée pour visiter la plus belle de toutes les villas du lac de Côme, la Balbaniello. Au bout de la promenade, il faut embarquer sur un petit bateau qui navigue à la pointe de la presqu'île de Lavedo. Elle découvre un magnifique palais de style Renaissance. On a vraiment le sentiment de pénétrer dans un endroit exceptionnel. La villa et la petite église ont été construites à la fin du XVIIIe siècle pour le richissime cardinal d'Urini qui y organisait des rencontres entre prélats et intellectuels. La villa fut ensuite vendue à la famille Visconti. Mais c'est dans les années 70 qu'un officier américain, Butler Ames, rénova les magnifiques jardins qui descendent vers le lac. L'endroit est d'une beauté à couper le souffle. En remontant, nous découvrons une superbe loggia.
le passage obligé pour immortaliser ce moment magique. Sur le côté, une buvette offre une pause agréable avant de descendre admirer la partie la plus connue des jardins de la Balbaniello, devenue mondialement célèbre grâce au cinéma. C'est en effet là, sur cette terrasse ornée d'un magnifique chêne vert taillé, qu'ont été tournés le James Bond Casino Royale et l'épisode 2 de la Guerre des Étoiles. Comme la Villa Balbaniello, les lacs du nord de l'Italie sont au summum du romantisme. Enchâssés dans des vallées somptueuses, ils sont d'une beauté envoûtante et un merveilleux voyage au cœur de la Dolce Vita.